Ça andi a anda a andang. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Ça anda a anda a andata. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Il est venu en Europe pour ses études. Il a tout arrêté. Pourquoi? Cette question, je me la suis posée des dizaines de fois. Pas dans des livres, pas non plus dans des rapports officiels, mais dans des discussions, dans des cafés, à des arrêts de métro, en échangeant avec des personnes qui ont vécu ça. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de gens connaissent, mais que personne ne nomme vraiment. Ce choix impossible qui est de continuer à étudier ou de travailler pour survivre. C'est pas une exception et c'est pas un cas isolé, vous l'aurez compris. C'est une réalité que vivent des milliers d'étudiants africains en Europe chaque année. Bonjour et bienvenue sur Trazekli. Je suis Telly et aujourd'hui on va parler du rêve brisé de l'étudiant africain en Europe. Alors, vous connaissez peut-être quelqu'un comme ça ou peut-être j'ai envie de dire que c'est vous ou peut-être c'est une histoire que vous avez entendue euh, plusieurs fois mais jamais vraiment écoutée. Aujourd'hui, on l'écoute. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un jeune. Il est dans la vingtaine quand il décroche son visa étudiant. Comme vous le savez, c'est une victoire. La famille en parle. Les voisins félicitent sa mère. Et son père, qui n'a jamais quitté son village, lui dit « Va nous rendre fiers ». Alors, ce jeune part avec un billet d'avion, comme vous le savez, hein, et une valise trop lourde et un rêve bien précis, devenir ingénieur. Je vous laisse imaginer vraiment ce que ça représente. C'est pas juste un déplacement géographique. C'est pas que voilà le jeune il va quitter son pays d'origine qui est la Guinée pour arriver dans le pays d'accueil en Europe, que ce soit en France, en Allemagne ou en Belgique, peu importe. Et comme on le sait, comme on l'a dit plusieurs fois dans cette émission, la migration n'est juste pas une question de déplacement d'un point A à un point B. Là, on en a parlé. Et donc, ce jeune, il part de son pays d'origine pour suivre son rêve et, et il arrive dans le pays d'accueil. C'est toute une vie qui se déplace avec lui, les attentes de sa famille. Vous l'aurez compris. Le sacrifice de ses parents qui ont mis des années à économiser pour les frais de scolarité. Et l'espoir d'un avenir meilleur, bien sûr, pas seulement pour lui, hein, mais pour tout le monde, pour toute la famille et pour toute la communauté. Ce jeune Guinéen n'existe pas vraiment, mais il pourrait être vous, il pourrait être Mori, Sori, Pathé ou n'importe qui d'autre. Ce récit, on le retrouve presque partout. Et c'est ici que je veux vous introduire une idée importante. Une idée que le sociologue franco-algérien Abdel Salek Sayad a théorisée. Et je l'ai cité plusieurs fois dans l'épisode précédent. Et là, je me permets aussi de le citer parce que c'est quelqu'un qui est très reconnu dans la recherche sur l'immigration. Abdel Salek Sayad appelle cette idée ou cette théorie la double absence. On en avait parlé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est simple. Quand vous partez de votre pays, vous êtes absent là-bas.
On est d'accord? Vous n'êtes plus là pour votre famille, pour les fêtes et les deuils, pour les cérémonies, pour votre quartier, votre village, votre ville, votre communauté. Vous manquez. Mais quand vous arrivez ici en Europe, dans le pays d'accueil, vous êtes aussi absent d'une certaine façon, absent de la société, absent des réseaux qui comptent vraiment. Vous n'êtes pas encore d'ici. Et vous n'êtes plus vraiment de là-bas aussi. Je vais parler là du pays d'accueil et du pays d'origine. Vous êtes entre deux. Cette position, elle est épuisante. Et elle crée une pression que ceux qui n'ont pas vécu l'immigration comprennent rarement. Et, dans le pays d'origine, vous êtes celui qui est parti en Europe. On attend de vous que vous réussissiez. On compte sur vous. Et ici, dans le pays d'accueil, vous essayez juste de survivre. Alors, c'est ce décalage-là qui commence à ronger les projets. Vous vous souvenez, le jeune Guinéen qui part avec son rêve de devenir ingénieur. C'est un beau projet, c'est un beau rêve. Alors, ce décalage, il est là, il ronge le projet. Alors, revenons à ce jeune Guinéen. Il arrive, il s'inscrit à l'université, parcours classique, les cours commencent, mais très vite, la réalité rattrape le rêve. Je m'explique. Le jeune arrive dans le pays d'accueil, il doit se débrouiller seul. Il est parti seul. Il arrive seul. Il n'est pas avec sa famille. Si ça se trouve d'ailleurs, en fait, que depuis qu'il est né, il n'a jamais quitté sa famille. Il a toujours vécu dans sa famille. Et là, il découvre un nouveau monde. Il doit être autonome. Il doit être responsable. Et là, la question du logement se pose. Parce qu'il doit payer le logement qui coûte cher. La bourse, quand il y en a une, couvre à peine les charges. Il y a la question de la nourriture, la question des transports, le matériel universitaire ou scolaire. Et c'est des charges qui pèsent sur le, le jeune étudiant. Et au téléphone, sa mère lui dit que son petit frère, par exemple, est malade, qu'un membre de la famille est malade, ou voilà, il y a une cérémonie, il y a un mariage, un baptême. Comme on le sait, dans certains pays africains, notamment en Guinée, il y a énormément de cérémonies et donc il y a beaucoup de sollicitations. Alors, que fait-il? Que fait ce jeune Guinéen qui vient à peine d'arriver? Voilà la question centrale de cet épisode. Et je vais vous la poser directement. Si vous étiez à sa place, qu'est-ce que vous feriez? C'est pas une question rhétorique, hein. C'est une vraie question. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous, dans cette situation, feraient exactement ce que ce jeune Guinéen a fait. Il cherche un travail. Au début, c'est raisonnable. Il va faire quelques heures par semaine. Il va faire un job alimentaire. Il va faire de la livraison. Il va être caissier. Il va être agent de sécurité de nuit. Et les études, il va faire les études le soir, les week-ends. Il va réviser. Mais voilà comment ça se passe vraiment. Les heures augmentent. Les employeurs savent qu'on a besoin de travailler. Alors, les heures glissent, les nuits de travail empiètent sur les cours du matin. Et c'est évident. Et les révisions n'ont pas eu lieu. Alors, le jeune rate des examens, il accumule des dettes académiques. Et un jour, il n'est plus étudiant, il est juste travailleur. Est-ce qu'il était venu pour travailler? Non. Est-ce qu'il est venu pour étudier? Oui. Et ce glissement-là, il n'est pas brutal. Il est progressif. C'est ça qui est dangereux d'ailleurs.
Il n'y a pas de moment précis où ce jeune abandonne ses études, hein. Il y a juste un matin où il réalise qu'il n'est plus allé à l'université depuis 3 semaines, par exemple. Et à ce moment-là, est-ce qu'il peut reprendre? Souvent, c'est non. Parce que financièrement, il ne peut plus s'arrêter de travailler, parce qu'administrativement, il a peut-être perdu son statut d'étudiant, et parce que mentalement, il porte le poids de ce qu'il pense être un échec, en fait. Et dans beaucoup de pays européens, un étudiant étranger a un titre de séjour lié à ses études. Ce qui veut dire que s'il abandonne officiellement ses études, son droit de rester peut être remis en question. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de pays européens. C'est un piège qui est terrible, hein, on est d'accord? Soit vous continuez officiellement à être inscrit à l'université, même si vous n'y allez pas, juste pour garder votre statut légal. Beaucoup d'étudiants le font d'ailleurs. Soit vous régularisez votre situation d'une autre façon, ce qui n'est pas toujours possible ni rapide, parce qu'on sait bien que voilà, les procédures sont compliquées et les délais sont très longs. Certains étudiants restent donc fantômes à l'université, inscrits sur le papier, mais absents en réalité. C'est une double vie épuisante. Et ici, je vais citer le chercheur François Héran, que j'aime citer, et je l'ai cité plusieurs fois dans cette émission. François Héran, qui travaille au Collège de France et qui a beaucoup travaillé sur l'immigration, il rappelle quelque chose d'essentiel. Il rappelle que les migrants et les étudiants migrants en particulier ne sont pas une masse homogène. Ils ont des parcours, des ressources, des contraintes très très différentes. Et pourtant, les institutions les traitent souvent comme s'ils étaient tous pareils. Un étudiant sénégalais venu avec une bourse d'État n'a pas le même profil qu'un étudiant camerounais venu avec les économies de sa famille, on est d'accord? Un étudiant qui a de la famille en Europe n'est pas dans la même situation que celui qui arrive seul, sans réseau, comme c'est le cas du jeune Guinéen qui est arrivé avec le rêve de devenir ingénieur. Ces nuances comptent énormément. Je vais vous parler d'une autre situation. Celle d'un autre jeune étudiant qu'on va appeler ici Y. Je n'aime pas nommer les personnes. On va appeler ce jeune étudiant Y. Y qui est arrivé en France pour faire un master. Il était brillant. Il avait tout pour réussir, hein. Et c'est d'ailleurs le cas de beaucoup de jeunes qui arrivent ici. Mais son père est décédé dans sa deuxième année. Et il s'est retrouvé seul à devoir aider sa mère et ses deux jeunes sœurs restées au pays. C'est pas un cas isolé, je pense. Les transferts mensuels vers la famille, le loyer ici, les frais de scolarité, tout ça en même temps. Et Y a trouvé un poste dans la restauration rapide. Et d'abord le soir, puis les week-ends, puis il a commencé à manquer des séminaires à l'université, des travaux dirigés, puis des partiels enfin. Son directeur de mémoire lui a dit un jour, et vous semblez absent mentalement, parce qu'il l'observait, il voyait que Y était absent. Y était absent mentalement. Et il n'avait pas tort, ce directeur de mémoire, mais il ne savait pas pourquoi. Et Y n'a jamais terminé son master, malheureusement. Aujourd'hui, il travaille dans la restauration, il gagne sa vie, il envoie de l'argent chez lui, sa famille va mieux. Est-ce que selon vous, Y a échoué? Je ne crois pas. Et c'est une des choses que cet épisode veut questionner d'ailleurs, notre définition de la réussite dans les parcours migratoires. Voyez-vous? Alors, il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez. Quand un étudiant africain abandonne ses études en Europe,
il ne vit pas ça comme une décision, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Il le vit comme une défaite. Et cette défaite a une saveur particulière. Je m'explique. Parce qu'il ne se sent pas seulement avoir échoué pour lui. On est d'accord? Il se sent avoir trahi sa famille. Si on prend l'exemple de Y qui est arrivé en France pour faire son master. Ou d'ailleurs le jeune Guinéen qui est parti de son pays d'origine avec un rêve de devenir ingénieur. Et c'est ce sentiment d'avoir trahi sa famille, avoir gâché les sacrifices de ses parents, avoir déçu tout le monde. Cette culpabilité est silencieuse. On ne la confie pas facilement. Et dans l'épisode précédent, on a parlé de la culpabilité du migrant. Pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, je vous invite à l'écouter. Cette culpabilité du migrant qui est parfois silencieuse. Et donc au téléphone avec la famille au pays, on dit ça se passe bien. On ne dit pas j'ai arrêté l'université et on ne dit pas non plus je travaille la nuit et je dors le jour. Et on dit tout simplement ça avance, ne t'inquiète pas. C'est une solitude énorme. Et moi, personnellement, ça me touche. Pourquoi? Parce qu'on parle de gens, de jeunes étudiants qui ont tout donné pour être là où ils sont, qui ont traversé des obstacles considérables juste pour avoir accès à une opportunité et qui se retrouvent à vivre dans une forme d'invisibilité. Invisible dans les statistiques, invisible dans les politiques d'accueil, invisible dans les débats publics. Mais très présent dans les files d'attente des fast-food, dans les restaurations rapides, dans les entrepôts de livraison, dans les salles de soins des hôpitaux comme aides-soignants. Ces personnes font tourner des secteurs entiers de l'économie européenne. Et on ne leur rend pas honneur. Mais il y a autre chose qu'on ne dit pas non plus. J'ai eu cette discussion d'ailleurs avec plusieurs personnes, mais je tenais à le dire ici aussi. Certains étudiants continuent à entretenir une certaine image. Au pays, on les croit en train de réussir. Ils publient des photos, envoient quelques billets, répondent aux sollicitations. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi ils font ça, selon vous? Je pense que c'est parce que l'ego est là. Parce que la pression sociale est là. Parce qu'être en Europe, entre guillemets, ça doit vouloir dire quelque chose. Mais en réalité, certains vivent dans une précarité réelle. Certains touchent des aides sociales. Certaines ne mangent même pas correctement. Et ils continuent quand même à vouloir impressionner. Il faut avoir le courage de se dire la vérité. Vous n'êtes pas là pour satisfaire les besoins des autres avant d'avoir satisfait les vôtres. Vous n'êtes pas là pour soigner votre image. Vous êtes là pour construire quelque chose. Et ça prend du temps, hein. Et c'est normal que ça prenne du temps. La patience n'est pas une faiblesse. Ça, il faut l'intégrer. Surtout quand on est étudiant. La patience n'est pas une faiblesse. Il faut le dire. C'est une stratégie. Oui, quand on est patient, on est stratège. On a une vision, on fait ce qu'on a à faire, et puis on patiente. Et d'ailleurs, un de mes oncles m'a dit quelque chose, quand j'étais jeune, qui m'a marqué. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, aide-toi avant de forcer à aider les autres. Parce qu'aider quelqu'un alors qu'on n'en a pas les moyens, ça ne rend pas service, on est d'accord? Ni à l'autre, ni à soi. Ça crée de la dépendance d'un côté et de l'épuisement de l'autre. Soyez honnête.
Aidez quand vous pouvez vraiment. Pas pour impressionner, pas pour maintenir ou soigner une image, mais parce que vous en avez la capacité. Là, vraiment. Certains de ces parcours qui semblent des échecs au départ deviennent des trajectoires remarquables. Vous avez des étudiants qui ont abandonné leurs études et qui ont monté des entreprises. Vous avez des étudiants qui ont acquis des compétences pratiques que l'université ne leur aurait jamais données. Vous avez des étudiants qui ont construit des réseaux. Vous avez des étudiants qui ont aidé leur famille à se stabiliser. Et certains sont revenus aux études plus tard avec plus de maturité et de clarté. Et donc, un abandon d'études n'est pas une fin, c'est un virage. Et comprendre ce virage, c'est important. Pas pour l'excuser, hein, pas pour l'ignorer non plus, mais pour aider les personnes qui vivent ça à ne pas se définir uniquement parce qu'elles n'ont pas accompli. Et d'ailleurs, Abdel Saleh Sayad disait quelque chose de très fort. Il disait quoi? Il disait que le migrant est toujours jugé à l'aune de sa raison d'être, entre guillemets, dans le pays d'accueil. S'il est étudiant, il doit étudier. S'il est travailleur, il doit travailler. Et quand sa raison d'être, entre guillemets, bascule d'une catégorie à l'autre, ou pire, quand elle n'est plus clairement définie, il devient suspect. Suspect pour les autorités, suspect pour la société et parfois suspect pour lui-même. Et d'ailleurs, dans certains pays européens aujourd'hui, on voit un phénomène qui inquiète beaucoup d'étudiants. Vous avez des étudiants aujourd'hui qui peinent à renouveler leur titre de séjour. Vous avez des étudiants qui font l'objet d'éloignement. Si, voilà, ils reçoivent une décision de rejet de leur demande et en même temps, on les oblige à quitter le territoire parce qu'ils n'ont plus euh, le motif en fait valable qui leur permet de rester sur le territoire de façon légale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très inquiétant pour beaucoup d'étudiants aujourd'hui. Et c'est une violence symbolique qui est profonde et largement méconnue. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Je ne vais pas vous donner des solutions toutes faites, hein. Euh, ce n'est pas l'objectif d'ailleurs de cet épisode, mais je vais partager 3 réflexions. Premièrement, pour ceux qui vivent cette situation aujourd'hui, vous n'êtes pas seuls. Ce que vous traversez, des milliers de personnes l'ont traversé avant vous. L'isolement que vous ressentez est réel, mais il n'est pas une fatalité. Parlez. Cherchez des associations étudiantes, des communautés diasporiques, des structures d'accompagnement. Il en existe dans beaucoup de pays. Il en existe dans presque tous les pays européens aujourd'hui. Et surtout, ne vous définissez pas par vos difficultés du moment. Un contexte difficile ne dit rien de votre valeur. Deuxièmement, pour les institutions et les décideurs, les bourses insuffisantes, les délais de traitement des dossiers administratifs, les logiques de titre de séjour qui créent des pièges, tout ça n'est pas une fatalité. Ce sont des choix politiques et ils peuvent être changés. Alors, un pays qui accueille des étudiants étrangers tire, on est d'accord, une vraie valeur de leur présence, une valeur intellectuelle, une valeur économique et culturelle. Il est temps de traiter ces étudiants avec la cohérence que ça implique. Troisièmement, pour nous tous, l'entourage, la diaspora, les familles, les communautés, il faut arrêter de projeter sur les gens qui partent une version idéale de ce que leur vie devrait être. C'est pas normal. Le rêve qu'on leur confie quand ils montent dans l'avion,
il est réel et il est beau. On est d'accord? Mais la vie là-bas est complexe. Permettons aux gens de permettons aux gens de nous dire la vérité, sans honte, sans jugement. C'est très important. Un, un enfant un jeune qui appelle son père pour lui dire, ça ne se passe pas comme prévu, doit pouvoir le faire sans crainte de le décevoir. Je vais terminer avec cette image. Quelque part en Europe, ce soir, il y a un étudiant qui rentre d'une nuit de travail. Il pose son sac. Il regarde ses cours sur son ordinateur et il se demande s'il va tenir. Ce moment-là, ce silence-là, cette fatigue-là, c'est ça que cet épisode voulait nommer. Pas pour faire pleurer, hein, mais pour que vous sachiez que cette réalité existe, qu'elle mérite d'être vue et qu'elle mérite mieux que le silence. Merci d'avoir écouté Trazekli jusqu'ici. Si cet épisode vous a touché, partagez-le. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui en a besoin. Et si vous avez vécu quelque chose de similaire, ou si vous connaissez quelqu'un de l'histoire mériterait d'être raconté, contactez-moi, écrivez-moi et à très bientôt, Inch'Allah.